Donc, comme nous l'avons déjà démontré dans le premier tutoriel, l'introduction au développement d'applications web côté serveur en Java à l'aide de NetBeans, on vient de créer un projet vide qui s'appelle Demo.jsp et qui contient présentement une seule vue, une vue statique de type HTML. Donc, on peut lancer ce site pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Pour l'instant, donc vérifions que c'est bien ce site-ci qui va s'exécuter. Donc, démo JSP. Et si je vais dans l'onglet service et que je regarde mes serveurs, ben je vois bel et bien que ça a été associé avec un serveur Apache Tomcat qui roule sur le port, dans mon cas, 8081. Il est possible, et je crois que ça a été mentionné dans le vidéo précédent, que si vous avez plusieurs serveurs installés sur votre machine, par exemple un serveur Apache pour XAMPP, ou un serveur pour XAMPP ou WAMP pour votre cours de commerce électronique, où vous avez une base de données MySQL ou un serveur de base de données Oracle ou n'importe quel autre serveur web, il est possible que ces instances utilisent déjà le port le même port que Tomcat. Donc, si vous double-cliquez sur votre serveur, vous allez dans les propriétés, vous pouvez venir modifier le port qui va être utilisé ici. Donc, si je lance cette application, juste pour vérifier que tout est ficelé correctement avant d'essayer d'y faire des modifications, on devrait voir une page web, tout ce qu'il y a de plus simple, dans laquelle, effectivement, on voit des mots JSP. Et si on vient inspecter le code source de cette page, oups, pas inspecter, je veux plutôt tout simplement voir le code source de la page. Bon, inspecter ou voir, ça va nous amener au même résultat. Donc, pourquoi est-ce que... Voilà. Donc, j'ai mon code source ici, qui est un code, qui est une page HTML standard. Donc, jusque-là, rien de nouveau par rapport aux vidéos précédentes. Donc, je vais stopper le tout. Donc, je vais maintenant, avant de créer mon formulaire, on va aller créer ce qu'on appelle un modèle dans le patron de conception MVC. Un modèle est une classe, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans mon arborescence de projet, donc je vais retourner sur projet, je vais me créer un nouveau package ici. Donc, new, je vais ici, Java Package. Donc, le package étant l'équivalent du namespace en .NET, c'est une unité qui nous permet d'organiser nos différentes classes. Donc, ça va être le package My Classes, tout simplement. Donc, je fais Finish, j'ai un nouveau package. Donc, à l'intérieur de ce package, je vais venir rajouter une nouvelle classe. Donc, une nouvelle classe Java. Cette classe Java, appelons-la tout simplement User. Donc, on va créer un utilisateur. Et cet utilisateur, donc faisons quelque chose de standard, on va lui donner un nom. Là, vous savez quoi? Allons-y rapidement. On va lui donner private string. Ça va être le user name. Oui. Donc, user name. Allons-y comme ceci. Et private string. Encore une fois, on va donner le password. On va lui donner un constructeur public, user, qui va recevoir en paramètre le username et le password. Allons-y. Donc, on reçoit en paramètre notre username et notre password. Et voilà pour le password. Et qui va tout simplement les utiliser pour initialiser
les attributs privés de notre classe. Donc, jusque-là, rien de trop sorcier en réalité. Donc, organisons un peu mieux notre code. Donc, à l'intérieur de ce constructeur, c'est standard. Donc, this.username égale username et évidemment this.password égale password. On va aussi rajouter des getters et des setters pendant qu'on y est. Donc, public void set username qui va recevoir une string username. Parfait. Et qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, tout simplement, this.username égale le username qu'on viendra de recevoir. Donc, je vais copier la ligne et je vais me faire aussi directement un setter, mais cette fois-ci pour le password. Donc, password qui va recevoir password et this.password va devenir tout simplement this.password. Et faisons-nous des getters. Donc, je vais copier ceci rapidement et on va les modifier. Donc, on va avoir ici un get et on va retourner une string. Oups, excusez-moi. Donc, et on va retourner une string. On ne reçoit rien en paramètres. Et on retourne, on est en Java, donc S majuscule pour string. On retourne tout simplement notre username. Bon, il faudrait que j'écrive return, URN correctement. Donc, je vais copier le début de la signature ici pour venir écraser celle-ci. On va remplacer le S par un G. Encore une fois, on ne reçoit rien en paramètres et ce que nous retournons, c'est le password. Donc, j'ai une classe ici en bonne et due forme. Et ce que je vais faire avec cette classe, avec ce modèle, c'est que je vais créer une fonction ici qui va nous retourner un booléen, tout simplement. Et donc, dans cette classe, on simule un peu une information que la base de données nous donnerait. Donc, dans cette classe, je vais créer une fonction de validation qui va me permettre, qui va me retourner true si les informations que j'ai passées en paramètres dans le constructeur de cet utilisateur sont bel et bien les informations d'un utilisateur se trouvant dans la base de données. Donc, on va nous retourner true. Dans le cas contraire, on va nous retourner false. Donc, je vais faire public. Boom. Puis, on va appeler ça is login info. OK. Donc, on ne reçoit rien en paramètres. Et, bon, c'est vrai que boolean, ça risque d'être mieux. Donc, et ici, on va faire quoi? On va faire ceci. On va faire if this.username
on est en Java, donc si on veut faire des comparaisons entre des strings, on va utiliser equals et on va comparer quoi? On va comparer avec si notre username est égal à Toto et que notre password et que notre password est égal à tata, alors nous allons retourner true. Donc, les informations de login sont correctes. Else, nous allons retourner false, tout simplement. Donc voilà. Else, return false. Donc, aussi simple que ça. Dans la vraie vie, ici, nous ferions probablement appel à un patron de conception comme le Table Data Gateway ou n'importe quel autre patron de conception qui nous permettrait d'instancier un objet qui lui aurait la capacité d'effectuer des requêtes sur notre base de données avec des statements, des prepared statements, etc., etc. Donc, mon objet est créé, mon modèle est créé en Java Web. Quand on crée une classe comme celle-là, on lui donne un nom particulier, on appelle ça un beans. Donc, j'ai mon utilisateur. Maintenant, je vais retourner dans mon interface usager et dans cette interface usager, on ne va pas se casser la tête, je vais faire un petit formulaire, tout ce qu'il y a de plus simple. Dans ce formulaire, je vais avoir deux text box, tout simplement, et un bouton de soumission, puisque ce formulaire, on voudra le soumettre à notre serveur, à un contrôleur dans notre serveur, donc à un servlet. Donc, allons-y. Donc, form. Notre formulaire, on va lui donner une méthode. Donc, méthode, allons-y par, tiens, post pour commencer. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, si j'y vais par post, c'est la méthode doPost de mon servlet qui va être appelée. Si j'y vais par get, c'est la méthode doGet de mon servlet qui va être appelée. Donc, on fait un post et on va avoir besoin d'une action. L'action ici va être le nom du URL pattern de notre servlet. Je n'ai pas encore créé mon servlet, mais vous savez quoi, je sais déjà comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler, tiens, mon URL pattern, ça va être login, tout simplement. Ça va? Donc, c'est ce qu'on va utiliser comme URL pattern. Donc, fermons le fameux formulaire. Et à l'intérieur de ce formulaire, on va y aller tout simplement. On va ajouter un input. Donc, un input type texte, c'est notre premier. On va lui donner un ID user. On va lui donner un name, encore une fois, user. Et c'est tout pour notre texte, pour notre input type texte. Je vais en créer un deuxième. Donc, on va en créer un deuxième, juste ici, qui lui va avoir un ID de password et un username de password. Donc, c'est réglé et il ne nous reste plus qu'à rajouter un input type submit. Donc, input type submit. On va lui donner une valeur.
Donc, avant de continuer, vérifions, lançons l'application et vérifions que notre interface usagée correspond visuellement à ce qui nous intéresse. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va rajouter notre servlet. Donc, jusqu'à présent, mis à part la création de notre package personnel ici et de notre beans, de notre modèle, de notre classe Java nommée user, il n'y a pas vraiment de manipulation très différente à ce que nous avons fait dans le premier vidéo Théo. Donc, je vais maintenant aller créer mon premier servlet. Donc, sur mon arborescence de projet, je vais aller dans Nouveau. Dans mon package de source, je vais aller dans Nouveau. Je vais choisir un servlet. Mon servlet, je vais l'appeler, appelons-le logiquement Login. Donc, Login servlet. Il est dans le package par défaut. Je fais Next. Donc, il existe en fait deux façons de relier un servlet avec la vue associée. On peut y aller avec ce qu'on appelle le URL pattern ou on peut y aller aussi avec ce qu'on appelle des annotations. Donc, dans le vidéo précédent, j'ai utilisé le URL pattern. Je vais continuer ici avec le URL pattern et dans un vidéo subséquent, on regardera qu'est-ce qu'une annotation. Donc, je veux rajouter les informations de routage entre mon servlet et ma vue dans un fichier de configuration qui s'appelle le deployment descriptor, qui est le web.xml. Donc, je vais cliquer ici et j'ai décidé tout à l'heure que le URL pattern que j'allais utiliser, ben, ça allait être login tout simplement. Donc, je vais venir ici et au lieu de ce qui m'est proposé par défaut, je vais écrire login en minuscule. On fait finish. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce qui se passe dans ce fichier puisque ça a déjà été expliqué en détail dans le premier vidéo. Ce que je vais faire, je vais me débarrasser de la méthode processRequest parce que je n'en ai pas besoin et je vais aller m'appliquer sur les deux méthodes qui m'intéressent vraiment. Donc, la méthode doGet et la méthode doPost. Donc, on a, semble-t-il, une erreur ici. Pourquoi? L'erreur, c'est l'accolade, vous n'avez pas supprimé l'accolade en haut. Là. Voilà. Ah, d'accord. Merci, merci Yves. Parfait. Donc, on a notre servlet et on sait que lorsqu'on va soumettre notre formulaire par un post, normalement, on devrait tomber ici, dans la méthode doPost. Quand on soumet notre formulaire par un get, on devrait tomber ici dans le doGet. Donc, juste avant de continuer, vérifions que tout est ficelé correctement. Donc, je vais mettre une string ici juste pour des raisons de test. Donc, string test égale dessus, on met un point virgule, on met un breakpoint et donc si je veux lancer une application tout simplement pour qu'elle s'exécute, on appuie sur la petite flèche ici. Si je veux la lancer en mode debug, on appuie sur la flèche ici. Donc, je veux la lancer en mode debug pour voir par où l'information va transiger quand je vais soumettre mon formulaire. Donc, si on clique là-dessus et qu'on attend que le tout compile et que notre page web apparaisse. Donc, voici mon magnifique formulaire. Donc, je peux bien taper ce que je veux présentement. Ce n'est pas grave parce qu'on ne récupère pas encore les informations. Quand je soumets, fait, donc, on voit que NetBeans ici clignote. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est tombé dans la méthode doPost. Ça va? Donc, c'est ici que nous devrions écrire le code qui nous permet de récupérer
les informations qui ont été soumises par notre formulaire. Ce qui, encore une fois, a déjà été fait dans le vidéo précédent. La différence ici est que ces informations, nous allons maintenant les récupérer et les passer en paramètre à notre objet, à notre modèle. Ce modèle, on va lui demander de valider les informations de login. Et si jamais les informations de login sont bonnes, on va rediriger notre utilisateur vers une nouvelle vue, qu'on appelle un JSP, qui est le but de la présentation d'aujourd'hui. Je vais vous faire découvrir qu'est-ce qu'un JSP, l'équivalent d'un ASPX en C#. Donc, en redirigeant l'utilisateur vers le JSP, on va pouvoir passer des informations à ce JSP. Donc, plus tard dans la session, ce qu'on fera, par exemple, c'est que si l'utilisateur se login correctement, on peut aller récupérer certaines informations, certains produits dans la base de données, les mettre dans un tableau d'objets et passer en paramètre ce tableau d'objets à notre JSP, qui aura pour travail de fouiller à l'intérieur de ce tableau d'objets et de peupler l'interface usagée. Donc, ce que je vais faire ici, je vais commencer par récupérer mes fameuses informations. Donc, je vais enlever mon point d'arrêt. Pour être en mesure de récupérer ces dites informations, on a besoin de connaître quels étaient les attributs, les valeurs qu'on a associées aux attributs name de nos deux, des deux inputs, donc le username et le password. Donc, je pourrais le faire en une ligne en utilisant le constructeur de mon objet, mais c'est la première fois, donc on va y aller étape par étape. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer une première string que je vais appeler US pour USN pour username égale. Donc, on a ici en notre possession une variable de type HTTP servlet request qui s'appelle request et cette variable représente ou contient toutes les variables URL qui ont été envoyées à travers notre requête. Donc, tout ce qui a été posté en fait vers le serveur. Donc, je vais écrire request.get parameters et on va passer en paramètre le nom du premier paramètre qui nous intéressait, écrit de la même façon, évidemment. Voilà. Donc, c'est l'équivalent, comme on l'a vu dans le premier vidéo, je crois, de faire un $_ HTTP post et de passer en paramètre user. Donc, je récupère le username. Ici, je vais faire la même chose, mais ça va être pour récupérer le user password. Donc, ici, ça va me prendre PW. Je vais juste aller vérifier. C'est bel et bien PW que j'avais marqué. Parfait. Donc, et une fois qu'on va avoir récupéré ces deux informations, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va instancier un modèle. On va instancier un utilisateur et on va lui passer ces informations en paramètres. Pardon. Donc, allons-y. User avec un U majuscule. Donc, user, je vais l'appeler user1 égale new user. Et on veut lui passer en paramètre le username et le user password. Parfait. Donc, présentement, NetBeans n'est pas content. Pourquoi? Il nous dit qu'il ne peut pas trouver le symbole user. Pourquoi? Ben, si on regarde bien notre arborescence de projet, notre classe user est dans un package et notre servlet, qui lui aussi est une classe, est dans un autre package. Donc, ce que je dois faire ou ce que je peux faire, ben, je peux prendre, excusez-moi, je peux prendre la classe qui se trouve ici et la déplacer dans le même package que mon servlet, ou je peux tout simplement venir ici et importer le package qui m'intéresse et donc l'objet qui m'intéresse. Donc, excusez-moi, import
Allons-y. Import my, avec un M majuscule, donc my class, point, il ne m'aime pas pourquoi, my classes, c'est comme ça que j'ai écrit, avec un C majuscule, excusez-moi. Donc, import my classes, point, user. Donc, l'équivalent de faire un using en .NET et de rajouter le namespace qui nous intéresse. Donc, maintenant, on peut constater que mon utilisateur est un type de données connu. Donc, c'est une bonne pratique de programmation que vous soyez en .NET ou en Java. En .NET, on crée des namespaces spécifiques pour regrouper des classes qui ont des fonctionnalités similaires. En Java, que ce soit web, desktop, on va créer des packages pour regrouper des classes qui ont des fonctionnalités similaires. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un if user1 point et on a accès à ses getters, ses setters et ses fonctions publiques. Donc, is login OK. Donc, si notre login est correct, on veut ici faire une, et je vais le mettre en commentaire, une redirection vers la page de shopping. Alors que sinon, else, donc si notre login n'est pas correct, ben, on veut plutôt faire une redirection vers la page d'inscription. Vers la page d'inscription. Donc, ces pages, c'est ce qu'on appelle des JSP. Ce sont des vues, mais des vues dynamiques. On se souvient en ASP, à l'intérieur d'un fichier ASPX, on pouvait utiliser les balises suivantes. Laissez-moi trouver sur mon clavier. On pouvait utiliser les balises suivantes pour donc qui représentaient des trous en fait dans notre page web dynamique et ces trous pouvaient être remplis par des variables C# qui provenaient de notre contrôleur, qui provenaient de notre fichier aspx.cs. Donc on a le comportement équivalent ici en JS dans cette technologie. On va créer ce qu'on appelle des JSP. Et à l'intérieur de ces JSP, on va avoir accès à différents types de balises qui vont nous permettre de récupérer du contenu qui aura été mis soit dans la session ou soit dans d'autres types d'objets dynamiques pour pouvoir venir remplir les différents trous qu'on aura prévus à cet effet dans notre interface usager. Donc, avant de continuer, je vais créer ces deux fameux JSP, mon JSP de shopping et mon JSP d'inscription. Donc, ma vue shopping et ma vue d'inscription. Donc, je vais venir ici dans mes pages web, New, et j'ai ici New JSP. Donc, je vais appeler le premier allons-y. Donc, on est capable de créer des JSP de différentes manières, de créer des JSP, de créer ce qu'on appelle des segments de JSP. C'est un peu l'équivalent d'une vue partielle en ASP-MVC ou d'un partials en Node quand vous utilisez un framework comme Express, ce que vous allez faire cette session dans votre cours de nouvelles technologies. Mais pour notre première démonstration, allons-y avec un fichier JSP standard. Donc, je fais Final. J'ai mon premier JSP. On dirait presque à tout point de vue une page HTML standard, sauf que une page JSP est exactement comme une page ASP en réalité. C'est une page dans laquelle j'ai du code statique, mais je peux, là où bon me semble, venir placer des balises JSP. Donc, toutes les balises qui se trouvent ici ont une signification particulière et ont un effet particulier. Elles nous permettent d'insérer du
code ou du contenu de manière dynamique dans notre page. Donc, c'est ce qu'on va faire, tout à l'heure. Mais créons d'abord notre deuxième page, la fameuse page d'inscription. Donc, je vais juste, par contre, venir marquer ici shopping pour l'instant. Voilà. Et ensuite, créons notre autre JSP. Donc, web, new, voyons, je l'ai dépassé. Ah, JSP. Donc, on a inscription. Finish. Donc, j'ai deux pages et je vais pouvoir rediriger l'utilisateur vers la page de shopping ou vers la page d'inscription en fonction de quoi? En fonction de la décision qui va être prise ici dans mon contrôleur. Donc, commençons par faire les redirections sans transférer d'informations à ces fameux JSP. Quelle information on aimerait transférer? Je ne sais pas, moi, peut-être le nom du fameux utilisateur. Ça va? Oui. Et pour ça, on devra modifier un peu notre classe user, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais commencer comme ceci. Donc, ce qui nous permet de rediriger l'utilisateur d'un endroit à l'autre de notre site web est ce qu'on appelle en Java web un request dispatcher. Request dispatcher, appelons-le dispatch égale request.getRequestDispatcher. Donc, évidemment, on doit rajouter le bon package. Ça va? Donc, le request dispatcher se trouve dans javax.servlet.requestDispatcher. Et notre ligne n'est pas complète ici. Pourquoi? Parce qu'un request dispatcher prend en fait en string le JSP ou la ressource vers laquelle on veut rediriger l'utilisateur. Donc, en fait, je n'ai même pas mis ça au bon endroit. Ce que je vais faire, je vais déclarer mon request dispatcher ici et je vais venir l'initialiser ici. Donc, dispatch égale. Donc, request dispatcher et on va lui passer quoi en paramètre? On va lui passer une string qui va l'aiguiller vers quoi? Qui va l'aiguiller, si le login est correct, qui va l'aiguiller vers la page de shopping. Donc, shopping.G, shopping.jsp. Si je me souviens bien, il faut spécifier aussi l'extension. On n'est pas content pourquoi. Donnez-moi une seconde. Qu'est-ce qui se passe ici? Illegal start of expression. D-I-S-P-A-T. Monsieur, les deux égales. Pardon? Ah, mais oui, je deviens aveugle. Pardon, merci. Donc, il y a quelqu'un qui cherche des points bonnies aujourd'hui. Merci, Yves. Donc, et je vais faire la même chose juste ici. Parfait. Mais cette fois-ci, on va plutôt rediriger l'utilisateur vers la page d'inscription. Donc, inscription. I-O-N. Et inscription, si on regarde bien, par inadvertance tout à l'heure, je l'ai écrit avec deux T. Donc, je dois le réécrire de la même façon. Donc, une fois qu'on a initialisé notre request dispatcher, il faut lui demander de transférer l'utilisateur vers la fameuse cible qu'on pointe, soit celle-ci, soit celle-ci. Donc, ce que on va faire par la suite, on va venir faire un dispatch
forward. Donc, forward, on veut transférer l'utilisateur vers une nouvelle page en lui transférant aussi l'objet request qu'on a reçu ici au départ et l'objet response qui permet d'écrire, donc de générer le HTML qui doit s'afficher. Donc, essayons d'exécuter, vous savez quoi? Mettons un point d'arrêt dans cette histoire. Exécutons et ensuite, pour vérifier exécutons avec un point d'arrêt pour vérifier ce qui se passe dans notre application. Et rappelons-nous que par défaut, nous avons dit que ce qui était valide, c'était Toto et Tata. Toto comme username et Tata.password. Et si nous regardons notre fameux formulaire, le username est le premier text box et le password est le second. Donc, je vais lancer en mode debug. Puisque nous avons des points d'arrêt en background. Donc, excusez-moi, je vais juste fermer toutes mes pages et on va stopper. On va lancer en mode debug. Allons-y. Donc, voici ma page. Donc, je vais commencer par écrire Toto et Tata. Ça va? On va soumettre et comme tout à l'heure, on tombe dans notre servlet. Donc, si on s'amuse à exécuter ligne par ligne, donc on voit ici que notre username contient bien Toto, que notre password contient bien Tata. Notre objet, donnez-moi une seconde, notre objet user1 va être créé dans quelques secondes. Donc, user1 est créé et ses attributs sont bel et bien pour le username Toto et pour le password Tata. Donc, la fonction de validation devrait nous retourner true et on devrait tomber à la ligne 70, ce qui est le cas. On va donc initialiser notre request dispatcher, ce qui va nous rediriger vers le JSP, vers la vue dynamique, et c'est ça l'important. Un JSP est une vue dynamique, donc on peut changer son contenu de manière dynamique comme on le faisait en ASP, Webform, ou comme on le fait en PHP, alors qu'une page HTML est une vue statique. Donc, si on redirige, et donc je vais inspecter ma page web. Oups. Ce qu'on a fini ici. Parfait. Donc, on va sauter. Je vais juste faire continue pour passer à travers tout le code Java. Donc, et voilà, on est arrivé sur notre page de shopping. Et évidemment, si je retourne sur notre fameuse page d'accueil et que je décide de mettre n'importe quoi, on soumet, je vais faire tout simplement continue et je retourne dans mon interface. Ben, on est tombé sur quoi? Sur la page, sur le JSP d'inscription. Pour le prouver, donc stoppons, retournons voir le JSP d'inscription qui contient Hello World. Donc, on est maintenant capable de travailler avec trois types de fichiers dans nos projets. On a du HTML, donc du point HTML, on a du point JSP et on a du point Java. Le point Java sont nos servlets et nos modèles, donc les classes qu'on crée nous-mêmes pour nous aider à effectuer notre travail. Les points HTML sont des vues statiques et les points JSP sont des vues dynamiques. Quel est l'avantage d'avoir une vue dynamique? Donc, prouvons-le tout de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais aller modifier légèrement mon utilisateur ici et je vais lui rajouter un attribut. Donc, on va lui rajouter private string name. On va lui rajouter un nom. Pourquoi? Parce que
que je réussisse mon login ou que je rate mon login, j'aimerais personnaliser la vue vers laquelle je redirige mon utilisateur en insérant de manière dynamique son nom dans l'interface usager. Donc, this.name, allons-y, égale name, et je vais tout simplement faire un getter pour le nom. Donc, donc allons-y comme ça. Je vais faire ça ici. Donc, name, et ici, on va retourner name. Oups. On va retourner point name en minuscule. Précisément. Donc, on a modifié notre modèle. Je vais modifier aussi mon code HTML. Donc, en plus du username, on va soumettre le name. Donc, je vais mettre le nom ici. Je vais mettre le nom. Donc, dans mon servlet, qui est mon login servlet, juste ici, je vais rajouter une ligne de récupération que je vais appeler UN tout simplement, et on va mettre ici le nom. Et je vais pouvoir passer en paramètre UN dans mon constructeur. Je vais juste aller vérifier, c'est bien nom NOM que j'ai écrit. Parfait. Donc, regardez maintenant ce qui va se passer. En fait, parfait. Peu importe que je redirige l'utilisateur vers la page de shopping ou vers la page d'inscription, si le login a réussi correctement, j'aimerais le féliciter. Bonjour, monsieur ou madame X, bienvenue sur notre site de e-commerce. Si ça a échoué, j'aimerais pouvoir dire bonjour, monsieur ou madame X, veuillez vous inscrire afin de pouvoir profiter de notre expérience de shopping. Donc, je vais être capable de manière dynamique d'insérer du texte ou du contenu dans mes JSP. Éventuellement, ce texte, il proviendra de la base de données ou d'un service web, peu importe. Aujourd'hui, je veux juste vous faire comprendre qu'un JSP est une page dynamique. Donc, ce que je vais faire, c'est que une fois que je récupère mon utilisateur, les informations de mon utilisateur, peu importe qu'elles soient valides ou non, je veux au moins que le nom de cet utilisateur soit transmis ou utilisé dans mon JSP. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre mon objet request. Mon objet request qui vient d'où? C'est celui que je récupère ici et c'est celui que je transfère ici. Donc, mon objet request, point, on a 7 attributs sur un objet de type request. Donc, oups. Alors, donnez-moi 2 secondes, c'est perdu. OK. Donc, mon objet request.set attribute, on peut donner donc un request, c'est une collection, c'est une espèce de tableau dynamique, donc tableau associatif clé-valeur. Donc, je donne une clé que je vais appeler le nom de mon utilisateur et je dois passer en paramètre ce fameux nom. Donc, tiens, je vais passer user1. Get name. Donc, dans mon request, j'ai maintenant une variable de type string qui est celle-ci et qui est associée avec une valeur de type string qui est celle-ci et qui est associée avec une clé qui s'appelle nom. Donc, quand je forward mon request juste ici, cette information est transférée avec mon fameux request. Comment est-ce que je la récupère? Donc, allons dans Shopping. Donc,
on va avoir besoin de balises particulières ici. Donc, on a ce qu'on appelle les scriptlets et on a ce qu'on appelle les expressions. Ce sont les deux types de balises JSP que je veux vous présenter aujourd'hui. Il en existe énormément, mais on va les apprendre au fur et à mesure qu'on en a besoin. Donc, ce que je vais faire ici, dans ma page principale, je vais utiliser ce qu'on appelle un scriptlet. Donc, un scriptlet commence par plus petit pourcent et se termine par pourcent plus petit. Donc, à l'intérieur d'un scriptlet, c'est une zone à l'intérieur d'un JSP dans laquelle je peux écrire du code Java standard. Donc, je peux appeler des fonctions, je peux faire des structures de décision, de répétition, etc., etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer de l'objet request qui m'a été passé en paramètre, l'élément, l'objet qui est associé à la clé non. Donc, on veut récupérer de l'information qui est cachée dans le request qui nous a été forwardé par notre par notre request dispatcher. Forwarder à qui? Forwarder à ce JSP. Donc, allons-y. À l'intérieur de notre scriptlet, je vais déclarer une string que je vais appeler n. Ce qu'on récupère du request est un objet. Donc, cet objet, c'est à nous de le caster en ce qu'il est vraiment. Donc, dans mon cas ici, en string. Et ça va être request. On avait 7 attributs tout à l'heure. Ici, ça va être get attribute. Et l'attribut, on donne la clé qu'on a fournie, qui est la clé non. Donc, et voilà. Donc, on devrait récupérer le fameux nom. Une fois qu'il est récupéré, ce nom, j'aimerais l'utiliser à l'intérieur de ma page. J'aimerais l'afficher. Donc, c'est là où on va utiliser une technique très, très similaire à ce qu'on faisait en ASP Web Form. Donc, je vais faire ceci. Bonjour. Et ici, donc, dans notre H1, je vais utiliser un deuxième type de balise ici. Donc, on appelle une expression, alors qu'en haut, on avait un scriptlet. Donc, bonjour, N. Parfait. Donc, ce qui se passe ici, c'est que ce qui se trouve à l'intérieur d'une expression va être évalué et son contenu va être inséré à l'intérieur de ma page web. Donc, j'aurais pu faire exactement la même chose avec un scriptlet en écrivant out.print ou println, excusez-moi, out.print ou println, donc choisissons println et en venant mettre ici notre fameux n. Donc tous les chemins, on n'a pas de point virgule, on a un point virgule à l'intérieur du scriptlet. Donc ceci et cela. Donc, j'aurais pu prendre le code qu'il y a ici et le mettre là-dedans. C'est ce que je suis en train de... Et le remplacer par ceci. Ou ceci et le remplacer. Les deux codes sont équivalents. Par contre, ce qui est en surbrillance ici est beaucoup plus court à écrire que ce qui est là. Ça va? Donc, deux balises, les expressions et les scriptlets. En général, on va utiliser les scriptlets pour exécuter du code Java comme des appels de fonctions, des castes, des structures de décision, alors que les expressions ne vont être utilisées que pour placer des trous dans notre page web, des trous qu'on veut remplir par la suite avec de l'information qu'on a recueillie dynamiquement. Donc, je vais effacer ceci pour l'instant. Et vous savez quoi? Je vais utiliser la deuxième syntaxe dans inscription, juste pour qu'on voit que les deux marchent.
Donc, hello. Et on va rajouter ceci ici. Oups, 2 secondes. Donc, je vais aller dans Shopping. Le même principe, on va d'abord devoir récupérer le fameux nom de la personne. Une fois que le nom est récupéré, ce qui va m'intéresser ici, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, j'ai utilisé une expression. De l'autre côté, je vais utiliser un scriptlet pour faire mon affichage. Donc, hello, on va venir insérer un scriptlet ici. Et dans mon scriptlet, je vais faire quoi? Je vais faire out, qui est l'équivalent de system.out.println que vous avez vu en Java Desktop la semaine dernière. Donc ici, out est un objet global, un print stream, donc une classe qui permet d'écrire out.println. Donc, println, et je veux afficher quoi? Je vais afficher n, qui est le nom que j'aurais récupéré. Donc, mon point virgule ici. Donc, on remarque qu'à l'intérieur d'un scriptlet, c'est du code Java standard. Donc, ça nous prend des points-virgules à la fin de chaque instruction de code. On le voit dans le scriptlet qui se trouve ici et on le voit dans le scriptlet qui se trouve ici, alors qu'à l'intérieur d'une expression, on évalue une variable et on ne doit pas mettre de point-virgule. Donc, je vais juste terminer. Bonjour, le nom va s'afficher. You need to subscribe to be able to shop. Donc, voilà ce qui va s'afficher dans la page de shopping. Donc, exécutons le tout pour voir si ça fonctionne comme on croit. Donc, je vais l'exécuter sans mode de débogage dans un premier temps. Est-ce que ça a été lancé? Non, on dirait que non. Donc, exécutons sans débogage. Parfait. Donc, on avait Toto, on avait Tata, qui était l'username et le password valide. On va écrire Fernand Tonnier, on soumet, et bonjour Fernand Tonnier, you need to subscribe to shop. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est pas Toto et Tata qui étaient nos informations correctes par défaut. Allons vérifier dans notre classe si le username est Toto et si le password est Tata. C'est bien ça. Donnez-moi 2 secondes. Donc, le nom, le username, le password. OK, ben, allons-y avec les points d'arrêt. Ça va nous clarifier ce qui s'est passé. Mais l'idée finale est que on a bien vu que le nom de l'utilisateur a bel et bien été inséré de manière dynamique dans notre JSP. Mais on a une petite erreur de logique là qui fait que on n'a pas atterri sur le JSP auquel on s'attendait. Donc, je vais l'exécuter cette fois-ci, mais avec des points d'arrêt, juste pour qu'on puisse confirmer. Donc, on va mettre le nom, disons, Fernand Tonnier. Donc, allons-y avec Toto, allons-y avec Tata. Donc, soumettons, on va dans les bins. Donc, username, password et nom. Où est mon mode de débogage? Ah, voilà. Donc, parfait. Donc, dans la variable username, allons-y. Pourquoi ça n'exécute pas?
OK. Donc, dans la variable pour le username, on a bien Toto. Dans la variable pour le password, on a bien Tata. Dans la variable pour le nom, on a bien récupéré Fernand Tonier. Donc, on va passer ici ces 3 informations à notre objet, ce qui est fait. Donc, allons-y, on va aller inspecter le constructeur. Donc, on reçoit bien Toto, on reçoit bien, excusez-moi, ici Tata, et on reçoit bien Fernand Tonier. Donc, exécutons, c'est fait. On retourne à notre contrôleur. On a fini l'initialisation de notre objet. Donc, on va ici récupérer le nom de notre utilisateur et le mettre dans les attributs du request. C'est ce qui est fait. Et donc, on va essayer d'exécuter ici en détail. Donc, on va ici. Parfait. Donc, si mon username est égal à Toto, et on sait présentement que le username est Toto, et que mon password est égal à Tata, on retourne true. Donc, allons-y. Allons-y. Donc, on retourne true. Parfait. Donc, on devrait rediriger l'utilisateur vers la page de shopping. Donc, voici, redirigeons l'utilisateur vers la page de shopping. Et un dernier coup, allons voir notre fameuse... Oh, c'est pas encore fait. Donc, je vais faire continue, juste pour que ça se termine. Et voilà, bonjour, Fernand Tonier, you need to subscribe to be able to shop. Donc, finalement, est-ce que j'ai mis le message au bon endroit? Faisons pause. Allons voir dans la page de... Ah, voilà, c'est pour ça. J'ai écrit mon message de souscription dans la page de shopping en réalité. Donc, c'est plutôt l'inverse que je voulais. Donc, dans inscription, hello, OK, voici. Donc, on va modifier ça pour finir avec une démonstration qui ébauche exactement ce qu'on voulait. Donc, je vais couper ça. Je vais aller dans mon inscription. Et dans mon inscription, donc, je vais afficher le nom de la personne, hello, le nom de la personne, suivi de you need to subscribe to be able to shop. Et ceci est fait dans un... je récupère le nom dans un scriptlet et je l'affiche de manière dynamique dans un scriptlet, alors que dans la page de shopping, je récupère le nom dans un scriptlet et je l'affiche dans un JSP. Have a good shopping session. Donc, allons-y comme ça. Je vais relancer le site en mode standard. Et donc, tiens, allons-y, disons Marcel, Toto, Tata. Si on soumet, bonjour Marcel, have a good shopping session. Et si je retourne à ma page de départ, donc, et je mets n'importe quoi. Voilà, on me redirige plutôt vers le JSP d'inscription.
JSP d'inscription dans lequel on pourrait faire un formulaire d'inscription qui récupérerait l'information, qui l'enverrait à un servlet qui, lui, interagirait avec la base de données pour faire notre inscription. Donc, je vais faire une dernière petite modification et cette démo sera terminée. On a vu qu'on pouvait passer des objets primitifs dans notre JSP, des objets primitifs comme des strings. Mais que se passe-t-il si je veux passer mon objet au complet? Donc, je vais écrire ici user parce que je veux passer mon objet user. Et mon objet user, c'est user1. Ça va? Maintenant, quand je vais tomber dans mes JSP, que ce soit inscription ou shopping, je veux dire, un JSP, ça se traduit en HTML. Un JSP ne sait pas c'est quoi un objet de type user. Donc, si je veux être capable de récupérer un objet de type user dans mon JSP shopping, par exemple, si je veux être capable de faire un cast ici en user, ben, il faudrait peut-être que ma page ici connaisse ce que c'est qu'un user. Donc, dans ma directive page qui se trouve ici, et je porte votre attention au fait que dans une page, dans un fichier ASPX en .NET, on a aussi une directive page. En fait, le ASP est fortement inspiré du JSP. Donc, je vais avoir ici un attribut import, et à l'intérieur de mon attribut import, ben, je vais venir mettre my classes.user. À partir de ce moment, mon user devient connu dans ce fichier. Et donc ici, ce n'est plus une string que je vais récupérer, mais bien un user. Je vais laisser n, et je vais caster ici en user, et ce que je veux récupérer, c'est user en minuscule, puisque on a mis ici comme clé user en minuscule. Donc, mon expression maintenant, ça va être n point, et je vais aller chercher get name. Donc, je vais faire la même chose pour mon deuxième JSP, pour le JSP d'inscription. Donc, on va rajouter dans la directive ici un import. Si on a plusieurs classes à importer, on peut mettre des virgules comme ça pour séparer la première classe de la deuxième, virgule de la troisième, ainsi de suite. Dans notre cas, nous n'en avons qu'une. Donc, je vais aller récupérer encore une fois le code ici dans mon scriptlet. Parfait. Et dans le scriptlet qui se trouve ici, ça va devenir n point, et encore une fois, get name. Donc, je vais lancer l'application en mode standard. Et donc, si j'y vais avec, tiens, Yves, on essaye Toto, on essaye Tata, on lance. Et on voit que le site marche toujours aussi bien, que j'ai passé une string toute simple ou que j'ai passé un objet comme nous venons de le faire. Laissez-moi donc, et ici j'y vais avec n'importe quoi. Et voilà. Donc, je résume ce qu'on a vu dans le cours d'aujourd'hui. On a vu comment est-ce qu'on pouvait créer des modèles dans une application JSP. On a vu que c'était des modèles qui ne sont que des classes Java, que techniquement, dans cette technologie, on va appeler des beans ou des Java beans. On a vu que c'était important en Java ou dans n'importe quelle technologie orientée objet de bien structurer ces classes. En Java, ça se fait en utilisant des packages, qui est aussi vrai qu'on va faire de l'Android. En .NET, ça se faisait en créant des namespaces. On a vu que pour que deux classes, donc mon servlet et mon modèle puissent interagir ensemble, il fallait soit qu'ils soient dans le même package ou que dans une des classes, laissez-moi aller sur mon servlet, ou que dans une des classes,
ben, j'importe le package de la suivante pour pouvoir l'utiliser. Et finalement, on a découvert comment créer des JSP. On en a créé deux ici, le JSP Shopping et le JSP Inscription. On a vu que pour avoir accès aux objets, aux classes de notre propre création dans un JSP, ben, on devait utiliser l'attribut d'importation dans notre directive de page. Et dans un JSP, pour insérer de l'information de manière dynamique, on a vu deux nouvelles balises JSP. Aujourd'hui, on a vu le scriptlet qui permet d'exécuter du code Java. Pour l'instant, je n'ai fait qu'une récupération d'informations, mais je pourrais faire une boucle for, un appel de fonction, un if. Donc, puisqu'un scriptlet représente une zone de code Java standard, toutes les lignes se finissent par des points-virgules, alors qu'une expression est tout simplement l'équivalent d'un système.out.println, donc évalue le contenu d'une variable et affiche son information à l'écran. Donc, voilà sur quoi se termine la démonstration d'aujourd'hui. Donc, je vais stopper le vidéo.